humain. Comme ça, je vais me présenter de manière synthétique. Qui lit des livres. C'est pour ça que je suis venu vous présenter M. Armut Rosa, un nom fort célèbre et connu dans la littérature en général. C'est pour ça que je me suis dit qu'il allait y avoir autant de gens dans la salle. C'est parce que c'est très populaire comme auteur, n'est-ce pas? Non. Donc, l'objectif de ma présentation, grosso modo, c'est de vous présenter la pensée d'Armut Rosa, puis d'essayer de vous initier un peu à sa pensée de la manière la plus accessible possible. Donc, je ne vais pas être dans la technicité et les relations conceptuelles avec tel auteur versus tel autre auteur. Ça se peut que je fasse du name dropping pour avoir l'air intelligent, mais ça va être surtout pour vous situer, name dropping, donc citer des noms d'auteurs juste pour le plaisir de les citer, pour faire à croire que je les ai tous lus dans le détail et que je les maîtrise, mais ce n'est pas du tout le cas. Une tactique très efficace quand vous êtes professeur, vous enseignez, vous parlez devant une foule, vous dites des noms à un moment donné. Les gens vont faire comme « Ok, c'est bon, il a l'air de savoir son shit ». Bon. Donc, Armut Rosa est une lecture fort intéressante qui s'inscrit, pour vous situer, dans l'École de Francfort, qui est un projet de philosophie sociale, si on veut, qui a existé à partir des années 30, grosso modo, jusqu'à aujourd'hui. Il y a plusieurs dites générations, projets ou... bonjour. Je vais dire bonjour aux gens, je suis un peu comme dans une cour. Qui s'inscrit dans une lecture du monde qui essaie d'intégrer divers strates de l'univers de la pensée sociale. Au début, c'était beaucoup la pensée marxiste, puis la pensée freudienne, qui étaient les deux grands courants qui émergeaient, qui devenaient extrêmement dominants. Il s'intéressait aussi aux philosophes allemands, etc. Ça a tranquillement évolué vers ce qu'on appelle une philosophie sociale qui est plus d'ordre normatif, avec un certain Axel Honneth, qui est l'actuel directeur de la chaire de sciences sociales et de philosophie sociale, qui est à Francfort. Armut Rosa est donc proche de cet univers de pensée-là, donc il s'intéresse à un univers qui touche autant à la philosophie qu'à la sociologie. C'est une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la conceptualisation du monde et à essayer de proposer une compréhension du monde qui se base sur des matériaux empiriques, c'est-à-dire que la question sociale, l'univers sociologique, ça va être d'étudier, d'aller prendre les matériaux que les anthropologues ou les sociologues vont produire pour essayer de quantifier ou mesurer, puis voir si en fait les idées qu'il est en train de produire ont une réalité effective dans le monde, que c'est pas juste de la pure spéculation métaphysique. Parce que les Francfortois en général, si c'est de la métaphysique, éventuellement ils vont mettre ça de côté, ils vont dire laissez ça aux théologiens ou aux moines, mais revenons à les conditions concrètes, matérielles d'existence des gens, parce que c'est ça qui nous affecte quotidiennement. Donc on est dans cet univers-là de pensée. Rosa s'inquiète, parce que là on arrive vers ce qu'on appelle le 21e siècle, grosso modo apparemment on est là-dedans, et il remarque qu'il y a l'intuition, l'impression que la sociologie tend à s'aplanir d'un point de vue de l'émergence de nouvelles théories. C'est-à-dire qu'au début du 19e siècle, la sociologie devient une discipline qui commence à s'autonomiser tranquillement pas vite, avec un certain Auguste Comte qui commence à penser que le social a un impact très très important. Ça va évoluer et là, des grands auteurs vont être connus. S'il y a des gens ici qui ont étudié en sciences sociales, Durkheim, Weber, Marx, etc., c'est tous des noms, c'est des personnes qui vont commencer à dire « la société mérite d'être étudiée ». Et ils vont produire des modèles. Ces modèles-là, par contre, vont être réactualisés par un ensemble d'auteurs. Et éventuellement, il y a l'impression qu'on reste dans ces modèles-là et du coup que ça s'aplanit, qu'on perd l'originalité ou la créativité que la sociologie pouvait amener. Au contraire de l'économie, qui est une discipline qui, par sa recherche de scientificité, a tendance à vouloir modéliser le monde, idéalement d'un point de vue mathématique. Évidemment, je réduis, parce qu'effectivement, il y a des économistes qui sont beaucoup plus critiques ou qui intègrent beaucoup plus de données qualitatives, mais donc un univers qui se mathématise, si on veut, même en sciences sociales, c'est-à-dire qu'on veut écrire éventuellement des modèles, on arrive, puis on veut étudier un champ spécifique, on dit, bon, grosso modo, à quoi ça ressemble, je compte mes têtes de pipe, et là, je fais, ok, c'est bon, il y a 10 personnes, il y a 15 personnes, ça donne tel résultat, je fais un petit graphique, puis les gens sont convaincus que la société se mesure. Et dit, oups, attention, il faut encore conceptualiser le monde. Bonjour. Vous n'avez rien manqué encore, je vais juste dire des trucs d'introduction, comme là-dessus. C'est pour vous rassurer. Donc, il s'inquiète de cela. Cette inquiétude-là, évidemment, a un impact, ou éventuellement, sur notre propre compréhension du monde, notre propre vision des normes du monde, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe autour de moi, comment je peux essayer de le saisir, comment je peux saisir ma relation qui est constamment normée, en fait, c'est-à-dire ma relation à autrui, ma relation par rapport à moi-même, ma relation aux institutions. Il va falloir écrire plus gros, je pense, l'autre porte.
d'autres gens vont essayer. Et donc, il va proposer cette fameuse théorie de l'accélération. L'accélération, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est l'impression, qui est peut-être une intuition que vous possédez déjà, ou l'impression que vous avez déjà, que le monde s'accélère. Ça a l'air relativement facile, je pense, à saisir à la base. Le monde s'accélère. Il s'accélère à plusieurs niveaux, à plusieurs stades. Il s'accélère constamment, avec des variations dans le temps et dans l'histoire. Mais il y a une tendance qui semble être irréversible, c'est celle de l'accélération. Cette accélération-là, il la situe par rapport à la question de la modernité, qui est ce qui émerge grosso modo au 16 ou 17e siècle. Pour les gens qui sont en philosophie ici, ça commence, on dit comme Descartes, cogito, bam, modernité, c'est réglé. On fait ça très synthétique. Mais ça s'articule donc à partir de la modernité, que je caricature évidemment. Donc, et cette modernité-là progresse tranquillement pas vite et atteint ce que des théoriciens et des théoriciennes aujourd'hui vont dire, on arrive à une crise de cette modernité-là depuis environ 40 ans à 50 ans, donc vers 1960-1970, on dit, la modernité, ça marche plus du tout. Où ils se sont complètement gourés, les pensants de la modernité, où cet enthousiasme qu'on avait avec l'idéal moderne est complètement erroné. Et là, ça apporte plein de problèmes, en fait, qu'on est en train de voir de plus en plus dans notre société. Et il faut amener donc une critique de ça. Et il veut amener ce qu'il appelle une modernité tardive, c'est-à-dire de son point de vue. Parce qu'il y a des gens qui parlent de surmodernité, d'hypermodernité, d'ultramodernité, de postmodernité. Donc il y a toutes sortes de catégories qui sont en train de se battre pour dire quelle théorie est la plus sensée. Donc, je vais commencer par... J'achève mon introduction. Beaucoup de parenthèses. J'aime beaucoup ça. Donc, M. Rosa a produit deux petits ouvrages, Aliénation et accélération et Accélération critique sociale du temps. Ces deux ouvrages-là ont été produits entre 2005 et 2009, si je me souviens bien. Ils viennent d'être tout juste traduits, donc depuis 2010 en général. On commence le lectorat français à découvrir M. Rosa. Il écrit normalement en allemand principalement et en anglais. Donc, le lectorat est théoriquement peu familier encore avec sa pensée. C'est pour ça que j'ai pensé que ce serait intéressant de vous le présenter. Et qu'est-ce qu'on va faire pour comprendre l'accélération? D'abord, qu'est-ce que la modernité? Je vais vous présenter 4 caractéristiques. Qu'est-ce que la modernité tardive? Donc, un peu, qu'est-ce que l'accélération a fait pour que cette modernité-là tombe en crise? Et on arrive vers la fin de cette modernité-là, ou ce moment tard dans la modernité. Parce que c'est bizarre qu'il utilise le mot tardif, il ne dit pas après la modernité, lui il ne dit pas qu'il est postmoderne, quelque chose l'après, ou métamoderne, etc. Il dit qu'on est tard dans la modernité. Après ça, on va regarder quelle est la mécanique de cette accélération-là, ses facettes. Et après ça, on va voir les limites, et forcément qu'il va y avoir, parce qu'il y a toujours une limite. On aime bien mettre des limites puis des critiques, comme ça on a l'air très futé. C'est aussi une blague, ça, mais elle n'était pas drôle. Bon, donc la modernité, on peut la situer ou la comprendre avec 4 grands principes. Le premier, celui de rationalisation, c'est-à-dire qu'on optimise par notre capacité cérébrale, diraient les amateurs de cerveau, mais donc par notre cognition, on optimise de plus en plus notre compréhension du monde. On rationalise le monde, on essaie de le saisir, de le maîtriser, puis de l'orienter de la manière la plus logique, la plus construite possible, pour devenir plus efficace, si on veut. Deuxième élément, la différenciation. C'est un autre élément de la modernité, c'est-à-dire qu'à partir de, par exemple, un certain Durkheim, il va remarquer que quand on est dans la société, on a tendance à vouloir créer des catégories, à se situer, à postuler nos identités. Donc la modernité est l'émergence de cette capacité à se former comme identité. C'est pour ça qu'on souvent prend un Descartes, par exemple, même si ça a pris plus de temps que ça. C'est-à-dire que l'individu avait tendance à avoir une formation identitaire qui venait beaucoup de l'extérieur. C'est-à-dire, par exemple, pour grossir, la religion te dit tu seras telle personne, tu seras serf. Là, vous écoutez le roi ou la reine, vous dites oui, je serai serf, et je serai serf toute ma vie, ainsi que tous mes enfants, tous mes arrières, tous mes petits-enfants, etc., etc. Donc, l'imposition structurelle ou sociale vous mène à votre identité. Avec la modernité, ça commence à changer. On commence à dire non, c'est votre capacité de rationalisation et votre capacité donc personnelle qui va permettre de former votre identité. Troisième, cette formation-là, de cette distinction-là, cette différenciation-là, va amener ce qu'on appelle l'individualisation. Éventuellement, ça va peut-être même devenir un fameux problème, celui de l'individualisme.
qui est une critique spontanée et facile, de dire « Ah, les jeunes de nos jours, maudits qui sont individualistes. » Ben, ça fait déjà 500 ans qu'on dit la même maudite idée, donc c'est pas très original. Si quelqu'un vous dit ça, vous dites c'est des histoires de grand-père et de grand-mère, mais morts depuis longtemps. Donc, on est toujours en train de s'individualiser. C'est pas original de dire « Oh, le problème, c'est ça. » C'est toujours en train d'arriver, si on veut. Quatrième élément de la modernité, il arrive ce qu'on pourrait dire la marchandisation du monde, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau phénomène des relations économiques qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme, qui est une forme historiquement et socialement située du rapport à l'économie. Donc, il y a cette transformation-là qui arrive dans la modernité. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend des points de vue, mais pour moi, malheureusement, pour Rosa aussi, malheureusement, l'accélération sociale va amener à atteindre une limite ou à à tester le maximum, la limite de ces principes-là, puis dire, oups, là, il y a des pathologies, des problèmes qui vont émerger. Donc, si on sort de la sociologie, d'autres auteurs en philosophie ont fait la même chose, c'est-à-dire que depuis Saint-Augustin, qui est un vieux schnock du 3e siècle à peu près après Jésus-Christ, il n'est pas si vieux que ça, c'est un peu méchant, c'est un personnage important dans la chrétienté et de la pensée chrétienne, mais théorisait déjà le temps, Aristote théorisait déjà le temps, donc, percevait déjà dans une certaine mesure cette relation au temps qui changeait. Si on avance dans le temps, jusqu'à plus récemment, on pourrait dire que Heidegger s'intéresse, vous voyez, c'est mon name dropping, s'intéresse beaucoup à la notion de temporalité. Puis si vous êtes plus scientifique dans l'esprit, vous allez dire, ouais, mais il me semble que Newton puis Einstein théorisaient déjà aussi le temps. Donc ça va être important de voir ici, il y a une petite nuance entre temps et temporalité. Le temps, c'est, on laisse ça aux physiciens, c'est une donnée constante. La temporalité, ce qu'on va essayer de regarder avec l'accélération, c'est notre perception subjective et potentiellement objective de nos attitudes par rapport au temps. Donc, c'est ça qu'on va regarder avec l'accélération. Donc, qu'est-ce que l'accélération? Pourquoi elle vient tester la limite de ces 4 principes de la modernité? D'abord, une des premières facettes de l'accélération, c'est l'accélération dite technique. Qu'est-ce que la technique? C'est l'ensemble de nos rapports aux outils. Je vais le faire très large. Donc, le fait que je puisse utiliser, par exemple, ce hochet, qui est maintenant un peu plus futé que le hochet que j'avais quand j'avais 2 ou 3 ans, mais qui a à peu près les mêmes fonctions, c'est-à-dire stimulation orale, stimulation sensorielle au niveau de l'ouïe et captation au niveau du son sonore puis de la vue. Et les hochets sont juste techniquement plus avancés, mais c'est encore la même fonction. Mais on le progresse, il y a une accélération de l'efficacité de l'outil, c'est-à-dire que quand j'étais petit, le hochet ne pouvait pas faire grand-chose. Maintenant, je peux faire encore plus de choses grâce à la puissance technique que ce hochet m'apporte. Ça se fait aussi d'un point de vue plus macro-social, c'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, la relation aux communications, à l'espace, donc la capacité de se déplacer n'était pas la même qu'aujourd'hui. La technique a permis, par exemple, d'optimiser nos transports. Au lieu de passer du à pied à la mule et au cheval, puis éventuellement, on fait par exemple la poste, on crée différents postes de chevaux pour accélérer notre transport, donc accélérer notre capacité à communiquer. Éventuellement, on fait quoi? On crée le train, on crée les bateaux à vapeur, donc la puissance technique accélère, devient de plus en plus puissante. Au 20e siècle, on arrive avec l'avion et les avions même supersoniques, donc qui vont dépasser la vitesse du son. Donc vous voyez que tranquillement, pas vite, on accélère notre capacité, notre puissance à, par exemple, créer la technique, notre relation à la technique, pardon. Ça se fait d'un point de vue de la communication. Cette technique-là peut aussi se faire d'un point de vue militaire, c'est-à-dire que si on regarde comment les guerres se faisaient il y a très longtemps de cela, ça se faisait avec des épées, des flèches et donc des outils qui étaient beaucoup à force humaine. Puis peu à peu, on va être capable de créer par exemple des catapultes, donc utiliser la force physique, des canons, des fusils. Éventuellement, on va être capable de créer des armes qui se déplacent, par exemple un tank, qui est une machine très efficace pour se déplacer et détruire des humains, activité qui est possible de faire. Éventuellement, on peut même créer des missiles et maintenant, de manière très contemporaine, on n'a même plus besoin d'humains, ou presque, on crée des drones qui peuvent se téléguider ou presque s'auto-téléguider, donc des petites machines qui s'occupent et qui peuvent détruire des humains de manière ciblée. Vous voyez, fait que la technique augmente systématiquement dans plusieurs facettes de la société, ce qui fait que ça peut devenir dangereux. Déjà, des années 60, la question, par exemple, de la bombe nucléaire amenait à l'interrogation de est-ce qu'il y a une limite
possible à la technique? Et la réponse c'est non. On est encore en train de s'enthousiasmer de la technique et de pousser davantage, davantage et davantage. Donc, il y a cette première accélération-là qui arrive, c'est de la technique. La deuxième forme d'accélération que Rosa considère, c'est l'accélération dite du rythme de vie. C'est-à-dire que dans notre quotidien, il essaie de dire que le rythme de vie, c'est la quantité de choses que vous pouvez faire dans une unité de temps donnée. De manière un peu abstraite, de manière beaucoup plus concrète, qu'est-ce que cette accélération de la vie-là? Dans une heure, aujourd'hui, ce que j'ai pu faire, c'est par exemple écouter une conférence, finir de regarder ma présentation, j'aurais pu envoyer des textos à des gens, donc communiquer avec des personnes qui ne sont même pas dans la même pièce. Je peux aussi, puis je peux en envoyer plusieurs. En une seule petite heure, je peux donc faire un ensemble de tâches que normalement, si j'étais il y a 100 ans, ça m'aurait pris peut-être la moitié de la journée. C'est la même chose, par exemple, dans mes déplacements. Aujourd'hui, j'ai pu traverser d'Hochelaga-Maisonneuve jusqu'à l'Université de Montréal en environ 45 minutes. On va être optimiste, un peu plus long que ça. Mais, ou, autre exemple, je travaille à Saint-Jérôme, c'est dans le nord, ça me prend 1h15, mettons, de me transporter jusque-là en voiture. Très, très efficace. À pied, ça m'aurait pris 2 jours. Mais là, maintenant, je suis capable de le faire en 1 heure. Donc, à tous les jours, je peux me rendre à Saint-Jérôme et revenir de Saint-Jérôme, alors que il y a à peine une centaine d'années, les gens devaient prendre la semaine pour aller dans la grande ville de Montréal. Donc ça, c'est fou, mais votre vie est complètement transformée par cette capacité à faire beaucoup plus de choses en très peu de temps. La même chose, par exemple, avec des voyages. Demandez à vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents la quantité de pays qu'ils peuvent visiter ou qui ont visité dans leur vie. Et s'ils ne sont pas des gens de milieu aisé, ils vont vous dire, j'ai peut-être visité les États-Unis, peut-être une fois, je suis allé en Europe, ou quelque chose comme ça. Maintenant, un jeune de 17 ans peut déjà avoir fait son 2e ou son 3e voyage en Uruguay ou Paraguay à l'aider du monde. Vous voyez? Qui est capable d'aller à très grande distance, très loin de lui, dire « Hey, je suis allé visiter tel pays dans le monde, c'était vraiment génial, j'ai pris des photos, puis mon Dieu, que je me sens attaché à l'humanité entière. » Voilà. J'ironise, évidemment. Donc, vous voyez que dans notre rythme de vie, je suis capable de dire « J'ai réussi à faire plus de voyages qu'en fait, probablement ce que tout le village aurait pu visiter il y a 50 ans. » C'est fascinant. Alors que c'était une seule personne qui aurait pu dire « Bonjour, cher village, je suis capable de partager le voyage que j'ai fait. » Puis là, tout le monde raconte l'anecdote d'un tel ou d'une telle de son voyage. Maintenant, tout le monde fait des voyages. Maintenant, si vous voulez, pour quelques dollars, vous pouvez décider d'aller dans le sud, boire de l'alcool, puis prendre du soleil. Qui est apparemment une sorte de voyage. J'ai pas compris si c'était quoi, là, mais ça, apparemment, c'est une sorte de voyage. Donc, vous pouvez faire ça, dire « Hey, je suis allé à l'étranger prendre du soleil. » Il y a 50 ou 100 ans, c'était impossible. Maintenant, vous pouvez le faire même plus qu'une fois, 2 fois. Vous pouvez faire un week-end, ça vous tente. C'est rapide, rapide, rapide. Donc, deuxième moment, accélération du rythme de vie. Troisième moment, c'est l'accélération de ce qu'il appelle du changement social. Parce que certes, il y a notre propre attitude par rapport à notre temps donné. C'est-à-dire, même si j'ai 24 heures dans une journée, je peux décider de la compresser en faisant plusieurs activités. Mais la collectivité en entier s'accélère elle aussi. Par exemple, un des exemples qu'il donne, c'est celui de la famille, qui est très, très intéressant, je trouve. Dans la même famille, il est maintenant possible, alors que c'était beaucoup plus difficile il y a 100, 200, 300, 500 ans, etc., de dire je vais avoir une partenaire relationnelle pendant, partenaire relationnel, ce qu'on appelle une blonde ou un chum, par exemple, pour comme resituer pour les termes. Je peux dire, je vais avoir une personne pendant 5 ou 6 ans de ma vie. Durant cette période-là, je décide d'avoir un enfant, de l'adopter ou de le voler. Il y a plein de façons d'avoir accès à des petits humains autour de soi. Et ces petits humains-là, donc, on peut les avoir. On ne les possède pas tous, mais donc être proche de petits humains. Éventuellement dire, je veux changer de partenaire relationnel par un divorce, par exemple, par un changement de statut, etc. Mais donc, il est possible, dans la même période de vie, d'avoir plusieurs périodes sociales différentes ou de relations. La même chose avec notre relation avec nos parents, nos grands-parents, nos frères, nos petites sœurs. Il remarque que, alors qu'avant, il y avait une situation dite, et ça, c'est son interprétation, qui était intergénérationnelle, c'est-à-dire que d'une génération à l'autre, il y avait une relative reproduction, c'est-à-dire mon grand-père était fermier, il y a de fortes chances que le premier enfant de famille va devenir fermier, le deuxième, tant pis pour lui, ainsi que les 3 ou 4 autres. C'était comme ça. Maintenant, de nos jours, dans la même famille, tu peux décider de... Mon père était fermier, moi je vais devenir comptable,
puis mes enfants vont étudier en théâtre. Vous voyez, fait que la transmission générationnelle tend à devenir de plus en plus fluide et éclatée. Ça peut se faire au niveau du métier, mais ça peut se faire aussi au niveau de notre capacité de communication avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'il y a 50 ou 100 ans, votre réseau social était principalement en lien avec votre famille et les amis proches ou les gens du village, par exemple. Aujourd'hui, vous êtes capable environ d'avoir 800 amis sur Facebook, ou 1200, ou 5000. Vous les connaissez tous très peu probablement, mais vous êtes capable de dire « j'ai 1300 amis, c'est malade, j'en ai partout sur la planète ». D'accord? Donc, vous êtes capable de communiquer avec un ensemble de personnes de plusieurs générations différentes en très peu de temps. C'est-à-dire que samedi soir, je peux aller sur Facebook et parler avec n'importe qui, n'importe où sur la Terre ou à peu près qui a un accès Internet et développer une culture, une relation qui peut être complètement détachée de mes parents. C'est-à-dire que je peux arrêter de parler à mes parents rapidement puis quand même développer un réseau social autonome si je suis une personne qui est capable de le faire et qui a les privilèges de le faire. Mais je peux donc comprimer ma relation, pas avec la génération précédente, mais au travers même de ma génération. Éventuellement, la puissance technique pourrait même dire ou permettre de dire que entre moi et mon plus jeune frère, moi je suis pas né avec l'existence de YouTube ou de Google quand je commençais mes travaux au secondaire. Maintenant, les enfants qui arrivent à l'école primaire ont des outils aussi puissants que ceux-là pour faire n'importe quel travaux académique. Ce qui change complètement, par exemple, notre relation éventuellement à une simple bibliothèque, qui est un espace où on met des tonnes de papier tout poussiéreux qu'on peut ouvrir des fois. Je vous informe, parce que maintenant, même dans l'univers académique, qu'est-ce qu'on lit? On lit des articles en PDF. On lit de moins en moins de livres, par exemple. Vous voyez? Fait que cette transformation-là, technique, par exemple, s'opère concrètement dans votre quotidien, probablement. On a donc 3 formes d'accélération, celle qui est au niveau de nous ensemble, de notre société, mais pour Rosa, c'est des sociétés au pluriel. Il y a notre transformation qui va être aussi de notre propre rythme de vie et la transformation des outils qui nous entourent, de la technique. Comment fonctionne ces... il ne faut pas que je me trompe. Comment fonctionnent, grosso modo, ces trois aspects de la technique? Pour lui, il y a 3 éléments qui sont très importants. Le premier, je suis déjà rendu plus loin, c'est qu'il y a ce qu'il appelle le moteur social de la compétition, ce qui a émergé dans la modernité avec les nouveaux rapports économiques. C'est-à-dire que la compétition permet de stimuler ce rapport à l'accélération technique et l'accélération sociale et l'accélération du rythme de vie. C'est-à-dire que si je veux vendre, par exemple, ma marchandise, je vais être le premier à la produire et éventuellement le premier à la vendre. Je veux être celui qui en produit le plus, c'est ce que la technique va pouvoir me permettre de faire, et éventuellement celui qui va en vendre le plus pour m'enrichir. Et j'ai toujours avantage à être le plus rapide versus les autres parce que les lents perdent toujours. C'est un constat que Rosa va faire. Les plus lents, ceux qui n'accélèrent pas aussi vite que les autres, sont systématiquement désavantagés. Et ça peut se voir dans toutes les strates de l'univers social de son point de vue. Il donne comme exemple la compétition militaire, donc l'idée que je vous avais déjà dit avec la puissance technique, c'est-à-dire si vous avez l'avantage des drones versus la Kalachnikov, quand vous tirez de la Kalachnikov et qu'il y a un drone qui vous passe par-dessus, vous ne l'avez jamais vu arriver parce qu'il arrive vraiment plus vite qu'un humain, et vous êtes déjà mort parce que le missile arrive très rapidement, puis vous tirez dans les airs, puis c'est très difficile de se défendre. Ça montre l'horreur en fait de notre capacité technique. Le deuxième moteur, c'est ce qu'il appelle le moteur de la promesse de l'éternité. Grosso modo, c'est plus on avance dans le temps, plus on a la capacité de faire une quantité phénoménale d'actions, d'activités. Et la modernité nous a garanti que ce serait une chose épanouissante. Dans les années 60, il y avait le terme qui avait été très enthousiasmant de la société de loisirs, c'est-à-dire notre capacité technique allait enfin nous permettre de libérer une quantité de temps qui était normalement consacrée à l'alimentation ou au travail, par exemple, pour survivre, à l'oisiveté totale. Ce qui est arrivé, c'est absolument l'inverse. On travaille toujours autant, sinon plus, mais de manière encore plus rapide. Puis j'ai le goût de parler toujours plus rapidement pour vous motiver à sentir cette accélération-là. Donc,
notre sentiment de dire « enfin je peux lire 6000 livres ». Vous imaginez avoir 6000 livres, il y a 500 ans, avoir 6000 livres, vous avez en fait la bibliothèque mondiale. Tu sais. Parce que c'est énorme, j'exagère, mais c'est une énorme quantité d'ouvrages. Maintenant, vous pouvez rentrer dans un appart cossu d'une personne probablement dans l'Outremont, vous vous dites « je suis professeur à l'université », il vous montre ces étagères de centaines et de milliers de livres, alors qu'il y a 100 ans, il n'y avait aucun humain à peu près qui avait cette capacité-là d'avoir autant d'ouvrages. La modernité te promettait d'avoir accès à cette consommation, ou cet excès, ou cette puissance d'accès à la littérature, d'accès au voyage, d'accès à la consommation gustative. Hein, maintenant, on peut manger des sushis. Hein, ça n'existait pas il y a 50 ans, les sushis au Québec, pour votre information. On mange toutes sortes de fruits exotiques. C'est plus une orange dans le temps de Noël, c'est du jus d'orange chaque matin. Donc, vous êtes capable de commander un fruit exotique. Vous mangez des bananes qui vous coûtent 80 sous la livre, puis encore moins cher quand elles sont à rabais, donc qu'elles exploitent encore davantage des personnes ailleurs. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais, donc, il y a une espèce d'enthousiasme et on pourrait dire, le beau terme d'hubris, d'excès presque de jouissance de cette promesse-là. Le troisième, c'est que cette accélération-là dans le moteur, c'est qu'elle s'auto-alimente. C'est-à-dire que à chaque fois qu'une des sphères de l'accélération accélère, les autres vont suivre. Donc, s'il y a plus de technique, plus de puissance, rapidement, on va vouloir s'en saisir et l'utiliser pour notre avantage. L'exemple le plus concret, c'est celui tantôt du hochet. Aussitôt que les nouvelles technologies comme l'Internet, à partir des années 90, est devenu tranquillement pas vite accessible aux maisons, au début c'était une technologie militaire, pour avoir un avantage technique et de vitesse sur n'importe quel pays qui attaquerait les États-Unis, cet accès-là a fait que de plus en plus les gens ont dit « Oh, je peux me brancher sur encore plus loin, encore plus rapidement ». Et là, du coup, éventuellement, on en voulait toujours plus. Un modem 56K, c'est l'horreur maintenant aujourd'hui. On est incapable d'attendre 35 secondes pour que notre ordinateur s'ouvre. C'est d'ailleurs une des premières choses quand vous achetez un ordinateur, c'est le temps d'ouverture de la machine. On peut augmenter énormément la puissance, la plupart des gens ne l'utilisent pas. Mais si, mon Dieu, il me semble que ça lag, j'ai ouvert mon furteur Mozilla Firefox, ou Google, ou Internet Explorer, et j'ai attendu 22 secondes devant mon écran, et la machine ne produisait pas ce que je m'attendais, je deviens rouge de colère. Donc, la technique m'enthousiasme et me pousse à vouloir être plus rapide, c'est-à-dire maintenant, vous ne faites pas une dizaine de lettres par jour. Moi, je commence le métier fort stimulant d'enseignant au collège. Et il m'est possible, dans une journée, au lieu d'écrire une ou deux lettres, ou une dizaine de lettres qui vont me prendre une heure écrites à la main, que je vais devoir vérifier et corriger, de produire des courriels, de les envoyer à des centaines de personnes. Donc, je peux produire 100, 150 courriels dans 30 minutes environ, alors que ça m'aurait pris 2 heures. Donc, je fais encore plus de choses. Donc, je suis très content, en fait, d'avoir la technique, parce que j'ai l'impression que ça va libérer mon temps de vie. Enfin, comme, enfin, j'ai pu écrire autant de lettres. Non, c'est pas vrai, j'en écris encore plus. Donc, je travaille toujours plus, alors que je devrais normalement être de plus en plus en train de lire des livres, tranquille chez moi. Non, c'est pas ça que je fais. Je suis toujours en train de plus travailler, ou du moins de garder la même quantité de temps de travail pour produire davantage. Ce cycle auto-alimenté-là affecte donc notre culture, notre relation à autrui. L'idée des amis Facebook était une image, je pense, suffisamment saisissante. Et ne semble pas pouvoir s'arrêter. Ça, c'est un des premiers constats dangereux, c'est-à-dire que du point de vue du système financier, si vous dites à n'importe quel économiste dans une grande institution, vous rentrez dans une banque, vous dites « J'aimerais ça qu'on ralentisse l'économie, qu'on atteigne par exemple un plateau, qu'on reste avec ce qu'on produit actuellement. » Ils vont complètement capoter. Vous dites « Vous êtes malade. Si vous maintenez la production actuelle qui pourrait prendre satisfaire par exemple, du point de vue alimentaire, la totalité de l'humanité, qu'est-ce qu'on va faire de nos puits de surplus? Ils vont dire, mais non, il faut encore accélérer. Il faut de nouvelles machines plus puissantes, par exemple, pour optimiser les transactions financières. Parce que là, maintenant, un humain, c'est tellement pas efficace pour lire la bourse, alors que tu peux avoir des machines qui pourraient probablement mieux calculer. Donc, vous sentez qu'il y a comme une tripartition qui s'auto-alimente, qui interagit entre elles. Vous avez bien saisi ces éléments-là? Super. Évidemment, là, je sens immédiatement la personne qui est très écolo ici dans la salle, qui pourrait être moi-même, par exemple,
qui dit « Mais non, monsieur, il n'y a pas juste de l'accélération. » Des fois, on me dit « Monsieur », ça me déstabilise énormément, mais on me dit ça. Ça arrive. Je suis encore déstabilisé. Vous pourrez le dire tantôt, mais vous pourrez dire juste « Laurent », ça va être très, très efficace. Je vais me reconnaître dans cette entité que vous appelez Laurent. Il y a la possibilité de la décélération. Parce que là, depuis tantôt, je vous parle, on accélère, on accélère, on accélère, tout accélère. Puis là, vous dites, wow, 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 wow. Quand je m'en vais dans mon chalet, la fin de semaine, faire du petit ski de fond, puis après ça, je m'en vais prendre un thé ou un chocolat chaud, puis là, je décontracte, j'écoute un petit film, puis après ça, je lis un livre, je m'endors auprès du feu, puis je fais comme, ah, quel beau week-end, quelle belle fin de semaine dans le Nord. Je dis, mais c'est un oasis de décélération. Et Rosa remarque avec justesse, je pense, que certes, il y a une accélération, mais oui, il y a une décélération, mais le problème, c'est que la décélération n'est que participante, en grande partie, de l'accélération. Il voit 5 formes de... Je vais faire mes notes. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais peut-être dans la page 4, excusez-moi. Ah, voilà, excusez-moi. Donc, il remarque qu'il y a une décélération et il la concède. Il voit qu'il n'y a aucun problème. Une première forme de décélération, ou du moins de ralentissement qu'on pourrait nommer, il dit c'est celle qui est peut-être la plus évidente, c'est celle qui est la vitesse naturelle. Notre cerveau, par exemple, qui est une machine d'invention relativement âgée, ça fait plusieurs millions d'années qu'on évolue, d'un point de vue perceptuel, ne va pas beaucoup plus vite qu'il y a, par exemple, 100 ans. Notre cerveau n'est pas devenu surdoué, une super machine entre il y a 100 ans et aujourd'hui. C'est encore, grosso modo, les mêmes processus biologiques. On a pu quand même les optimiser par une meilleure nutrition, une compréhension de la fonction du sommeil, une amélioration de notre saisie de l'activité physique ou de l'interaction de nos organes pour dire si tu dors bien, tu manges bien, etc., etc. Ton cerveau devrait un peu mieux fonctionner. Mais grosso modo, c'est le même organe qu'il y a 1500 ans. Cet organe-là a atteint une limite. Vous ne pouvez pas voir plus d'informations que ce que votre œil est capable de capter. Vous ne captez pas comme 800 images à la seconde. Votre œil ne devient pas surpuissant tout d'un coup. La même chose avec vos organes. Tous les shakes du monde vont éventuellement limiter votre quantité de masse musculaire que vous pourrez atteindre. Je sais que ça a l'air très enthousiasmant de peser 300 livres de muscles, mais à un moment donné, le corps a des limites. Donc, il y a une limite biologique ou anthropologique. Du point de vue du sommeil, même si on dort possiblement moins qu'avant, mais pas nécessairement parce que la société accélère, mais parce qu'on est capable de simuler artificiellement le soleil, ce qui est une chose très, très intéressante. Notre corps a quand même encore besoin de dormir. On a encore besoin de boire de l'eau et de mettre de la nourriture dans notre corps. Fait que notre machine est quand même limitée. Donc, fin de la première forme de ralentissement. Évidemment, les maniaques de biotechnologie vont dire, mais éventuellement, nous pourrons renverser cette situation-là et accélérer notre corps, pour pouvoir s'implanter des puces, optimiser notre mémoire, enregistrer davantage d'informations dans notre mémoire déclarative, ça va être génial, ou optimiser des techniques.